Steve Commodore. Maker. Allez, salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un petit voyage dans le temps. On va remonter aux origines de l'ordinateur personnel. Vous savez, cette boîte qui a littéralement changé la face du monde. Et ouais, c'est la bonne question pour commencer. Parce qu'avant de tenir dans la poche, un ordinateur, c'était un monstre. Un truc énorme qui occupait des salles entières et qui était réservé à l'armée ou aux très grandes entreprises. Mais ça, c'était avant qu'une petite révolution ne vienne tout bousculer. Alors, pour bien comprendre cette révolution, on va d'abord jeter un œil aux tout premiers ordinateurs personnels, les pionniers. Ensuite, on plongera dans les incroyables années 80, le véritable âge d'or. On verra aussi pourquoi, des décennies plus tard, ces vieilles machines continuent de fasciner autant de monde. Et pour finir, on connectera les points pour voir comment l'ADN de ces ancêtres se retrouve absolument partout aujourd'hui. Bon, on entre direct dans le vif du sujet. Et pour ça, il faut aller en 1977. Cette année-là, elle est juste capitale. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un ni deux, mais bien 3 ordinateurs personnels qui débarquent en même temps et qui vont rendre l'informatique accessible. Et c'est ça qui change tout. Fini les machines inaccessibles. Là, on parle d'un appareil qu'on pouvait acheter, ramener chez soi et poser sur un bureau. C'était un truc de dingue. Le simple fait de pouvoir le brancher soi-même, c'était le début d'une nouvelle ère. Ce qui est super intéressant, c'est que ces 3 machines, la fameuse Trinité, avaient chacune leur propre personnalité. D'un côté, on avait le Commodore PET, un bloc super solide, tout en un, parfait pour les écoles. Il y avait aussi le TRS-80, la machine grand public par excellence, parce qu'on pouvait l'acheter dans n'importe quel magasin Radio Shack aux États-Unis. Et puis, il y avait l'Apple II. Lui, il a tout changé. Pourquoi ? La couleur. Ces graphismes en couleur ont ouvert un monde de possibilités pour les jeux et les logiciels éducatifs. Et ce chiffre, il parle de lui-même. 6 millions d'Apple II vendus. C'était la preuve ultime qu'il y avait un appétit énorme pour l'informatique personnelle. Les gens voulaient avoir leur propre ordinateur à la maison. Le marché était né et il était gigantesque. Allez, on saute dans les années 80. Et là, attention, tout s'accélère. Si les années 70 ont posé les fondations de la maison, les années 80, elles, ont construit un gratte-ciel dessus. C'est la décennie où les ordinateurs sont passés d'outils de travail à de véritables machines de création. Il suffit de comparer pour voir le bond de géant qu'on a fait. On est passé des écrans monochromes, souvent verts, et des bip-bip en guise de son, à des graphismes en couleur, des puces sonores capables de jouer de la musique, et surtout à une explosion de logiciels créatifs. Fini de taper des lignes de commande obscures, on commençait à voir arriver des choses beaucoup plus visuelles. Et au milieu de tout ça, il y a ce mastodonte, le Commodore 64. 17 millions d'unités vendues. C'est tout simplement le modèle d'ordinateur le plus vendu de tous les temps. Un record qui tient encore aujourd'hui. C'était plus qu'un ordinateur, c'était un véritable phénomène de société. La porte d'entrée aux jeux vidéo pour des millions de personnes. Mais pendant que le Commodore 64 dominait les ventes, une autre machine est arrivée en 1985 et a mis une claque à tout le monde, l'Amiga. Cette machine, c'était le futur. Elle pouvait faire tourner plusieurs programmes en même temps, de façon fluide, sans que tout plante. C'était du jamais vu. Pour les créateurs de jeux vidéo, les artistes, les monteurs, l'Amiga, c'était la machine de rêve. Bien sûr, l'Amiga n'était pas seul sur le créneau créatif. Son grand concurrent, c'était l'Atari ST. Et lui, il avait son propre super pouvoir, des ports MIDI intégrés d'origine. Grâce à ça, il est devenu la machine des musiciens. Pour résumer, c'était un peu l'Amiga pour l'image, l'Atari ST pour le son, une rivalité super saine qui a fait avancer tout le monde. Alors, on pourrait se dire, ok, c'est une belle histoire, mais ces machines sont dans les musées maintenant, non ? Eh bien, détrompez-vous. Ces ordinateurs sont plus vivants que jamais, portés par une immense communauté de passionnés. Cet héritage, il vit de plein de manières différentes. D'abord, il y a des communautés super actives de collectionneurs, de bricoleurs et même de développeurs qui créent encore des jeux aujourd'hui. Ensuite, il y a l'émulation, qui permet de faire revivre ces machines sur nos PC modernes. Et puis, il y a un truc génial, des musiciens qui utilisent encore les puces sonores de ces vieux ordinateurs pour leur son si unique. Alors, un émulateur, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est un logiciel magique qui transforme notre ordinateur surpuissant en une machine virtuelle du passé. En gros, ça permet à n'importe qui de lancer les jeux et les programmes d'un Commodore 64 ou d'un Amiga sans avoir besoin du matériel d'origine. Ça rend toute cette histoire incroyablement accessible. Bon, il est temps de boucler la boucle, parce que tout ce dont on a parlé, ce n'est pas juste de la nostalgie. Chaque innovation de ces machines pionnières fait partie de l'ADN de la technologie qu'on utilise tous les jours. On peut vraiment tracer le chemin, étape par étape.
Le stockage est passé des vieilles cassettes audio aux disquettes, puis bien plus tard aux CD et à nos clés USB. L'interface, qui nous forçait à taper du code, est devenue graphique, avec des icônes et des souris. La puissance a explosé, passant de processeurs 8 bits à des puces bien plus complexes. Et enfin, ces machines autrefois isolées ont commencé à se parler entre elles, posant les toutes premières briques d'Internet. Et voilà, c'est ça qu'il faut vraiment retenir. L'idée de lancer un programme en cliquant sur une icône, le concept d'une app, le son dans un jeu, tout ça a été inventé, popularisé et perfectionné sur ces ordinateurs des années 70 et 80. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu folle. On regarde ces vieilles machines comme du rétro, mais à l'époque, c'était le summum de la technologie. Alors quand on regarde nos smartphones, nos objets connectés, qu'est-ce qui dans tout ça sera le rétro cool et culte de 2060 ? C'est une pensée qui donne un peu le vertige, non ?